Hello les amis, aujourd'hui nous recevons Valentine Brugère, coach familial. Valentine, je suis très heureuse de te recevoir pour cette interview sur le thème de l'hypersensibilité et les émotions. Je t'ai découverte sur Instagram sous le nom de Valentine Brugère Parentalité via tes posts où tu donnes plein de conseils aux parents, des conseils et astuces pour les parents. Valentine, je te laisse te présenter en quelques mots. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors effectivement, je m'appelle Valentine Brugère, je suis coach parentale et praticienne en réflexe archaïque. Donc j'accompagne les parents qui ont des difficultés au quotidien avec leurs enfants, qui parfois ne savent plus trop comment gérer les relations avec leurs enfants, qu'on a l'impression d'avoir un peu tout essayé ou qui se trouvent dans une impasse. Donc je les accompagne pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière le comportement de leur enfant et qu'ensemble, on trouve des outils et des solutions qui sont adaptés à leur situation. Je donne pas une recette toute faite pour accompagner les parents. Je m'occupe vraiment de la situation personnelle de chaque famille et de la relation vraiment de chaque parent avec son enfant pour essayer de trouver des solutions ensemble sur comment avoir des relations plus sereines et un quotidien plus serein à la maison. Et j'aime beaucoup ce que tu postes et je me rappelle que je t'avais, enfin, c'est toi qui m'avais contacté, mais j'avais beaucoup réagi sur le harcèlement. Ouais, Et à ce moment-là, j'avais une amie justement où son fils a vécu ça et c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée et c'est vrai qu'aucun enfant est à l'abri du ah harcèlement non, à non, l'école. c'est super. J'ai encore fait une conférence la semaine dernière sur le sujet dans une école primaire et c'est hyper important parce que d'un coup, ils se rendent compte que ce qu'ils vivent, c'est pas normal en fait. Donc, c'est hyper important d'en parler. Oui, alors j'aimerais te présenter Yolène et puis Adèle. Ouais, enchantée. Ce sont des étudiantes en communication à Nantes, ENC à Nantes. Donc, elles m'aident beaucoup durant ces 2 mois, mai et juin, sur la communication. Donc, Ouais. elles ont eu l'idée justement de faire des interviews. Je pense que sans elles, j'aurais jamais eu le Mmh. courage de le faire, ni le temps, ni la technique. Valentine, aujourd'hui, on aura 5 questions à te poser. On va démarrer déjà sur l'hypersensibilité. Peux-tu nous donner les traits flagrants pour reconnaître un hypersensible? D'abord, je voudrais quand même préciser que l'hypersensibilité, c'est pas une maladie, Oui. c'est pas un trouble du comportement, c'est pas une pathologie ou un problème psychiatrique. D'ailleurs, il n'y a pas de diagnostic médical pour l'hypersensibilité. Ouais. Je pense que c'est important de le rappeler. Et d'après une chercheuse en psychologie américaine qui s'appelle Hélène Aron, presque 30% de la population serait hypersensible. Donc finalement, ça concerne quand même beaucoup de monde. Il y a des tests avec certaines questions qui peuvent être faits. Par exemple, Hélène Aron a mis en place un test avec 23 questions fermées et à l'issue de ces questions, selon les résultats, on sait plus ou moins si on fait partie de ce panel de personnes hypersensibles. En France, il y a aussi l'Observatoire de la sensibilité qui propose un test avec 25 questions auxquelles on répond par A ou par B. Et selon les réponses données, on peut aussi avoir une idée de si on est, alors eux, ils appellent ça ultra sensible ou si on ne l'est pas. Mais voilà, il n'y a pas de diagnostic très établi et parfois on peut se dire, bah, les questions qu'on me pose, ça concerne un peu tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre plusieurs les unes à la suite des autres pour voir si vraiment ça nous concerne ou si ça concerne son enfant. Alors du coup, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? La première chose qui vient à l'esprit des gens en général, quand on parle d'hypersensibilité, ça va être quelqu'un qui a une forte sensibilité émotionnelle. En général, on associe ça justement à ce qu'on appelle les tempêtes émotionnelles ou les tourbillons émotionnels. Un enfant qui rentre et qui se met dans une colère dingue et qui renverse tout en rentrant chez lui parce qu'il a pris sur lui toute la journée ou parce qu'il a vécu des choses pendant sa journée à l'école, parce qu'il est fatigué ou juste parce que on a mis du beurre à la place de la confiture sur cette tartine, ça peut partir dans des proportions incroyables. Donc voilà, on va souvent associer l'hypersensibilité à la sensibilité émotionnelle un peu exacerbée. Mais voilà, une personne hypersensible va pas forcément être toujours dans cette surréaction. Il y a aussi des hypersensibles qui, au contraire, ne trouvent pas trop leur place dans la société et vont être de nature plutôt réservée
et vont préférer être seuls plutôt que dans un grand groupe. Ils vont être hyper contents de rentrer chez eux pour retrouver leur cocon au calme et ils vont pas supporter d'être à l'école. L'école n'est pas toujours hyper adaptée pour les enfants hypersensibles parce que il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sollicitations extérieures, il y a des lumières et on va voir que justement il y a plusieurs hypersensibilités différentes qui peuvent venir gêner ces enfants. J'aime bien donner l'image de Stéphanie Couturier sur l'hypersensibilité qui, elle, parle de l'enfant hérisson. Et en fait, donc l'idée, c'est vraiment, comme un hérisson qui est plutôt calme, doux, introverti. Et quand il se sent attaqué ou pas en confiance ou qu'il y a quelque chose qui vient de venir, bah, il sort ses pics. Et je trouve que c'est vraiment parlant pour parler des enfants hypersensibles. Elle donne aussi l'image du kaléidoscope pour expliquer ce que ressent intérieurement un enfant hypersensible. Vous savez, c'est quand on regarde à travers cette lunette, il y a toutes les formes et les couleurs qui bougent, qui s'entrechoquent, qui viennent se mêler les unes aux autres, qui se percutent quand on tourne. Et c'est un peu ce que vivent les enfants hypersensibles à l'intérieur quand ils sont pris par leurs émotions. Donc je trouve que ces deux images sont assez parlantes pour décrire simplement l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, il y en a qui vont dire que certains spécialistes s'accordent à dire que c'est quelque chose d'inné. D'autres vont dire que c'est plus un trait de caractère qui va être influencé par l'environnement extérieur. Moi, je pense vraiment, par rapport aux personnes que j'accompagne, que c'est vraiment un mélange des deux. Les enfants hypersensibles ont cette hypersensibilité depuis toujours qui est présente en eux. Et selon l'environnement dans lequel ils évoluent, selon l'accueil qui est fait aussi par cette hypersensibilité dans leur famille, dans leur entourage, les événements auxquels ils sont confrontés, l'hypersensibilité va être plus ou moins forte selon l'environnement. Il y a des chercheurs de l'université d'une université à New York qui s'appelle Stony Brook qui ont démontré que l'activité cérébrale des hypersensibles se distinguait par une surexcitation des zones relatives à l'émotion et à l'interaction sociale. Donc, grâce à l'imagerie cérébrale, on a vraiment réussi à se rendre compte que c'est pas un enfant qui fait un caprice. Oui. C'est vraiment une zone dans son cerveau qui est stimulée, qui est différente de celle des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Donc, il y a vraiment, c'est quelque chose de véritable qui se passe chez les personnes hypersensibles. Donc, voilà, l'hypersensibilité, ça désignerait vraiment une sensibilité plus élevée et plus intense que la moyenne. Et donc, comme je vous disais, il va y avoir 3 niveaux différents. Donc, le niveau émotionnel, avec une hyper-émotivité, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, un enfant qui va partir dans des colères insurmontables en rentrant de l'école, par exemple. Il va y avoir aussi au niveau sensoriel, et ça, on en parle moins souvent. On commence à en parler, à le voir un peu plus, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'image de l'émotion, mais les sens sont hyper importants. Et il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir une exacerbation d'un ou plusieurs sens, qu'on appelle une hyperesthésie. Donc, ça va, par exemple, sur le goût, ça va être des enfants qui ne supportent pas du tout certains goûts, comme le poivre, la moutarde. Ça peut être des goûts prononcés, mais ça peut aussi être des enfants qui vont être très gênés par quelque chose de très simple, comme, vous voyez, le paquet de céréales. À la fin d'un paquet de céréales, souvent, il y a les petites miettes, les petites poussières de céréales. Bah, ça va être des enfants qui vont être hyper gênés par cette poussière de céréales dans la bouche. Et c'est hyper difficile pour eux d'expliquer que c'est ça qui les gêne, en fait. Donc, voilà, ça va être vraiment une hypersensibilité de tout ce qui se passe dans la bouche et autour du goût. Ça peut être une hypersensibilité au toucher, donc des enfants qui ne supportent pas qu'on les effleure même, qu'on les touche, surtout si on ne les prévient pas. D'ailleurs, c'était Gustave Flaubert qui disait « Ceux qui éraflent les autres me déchirent ». Donc, je trouve que c'est assez parlant. C'est vraiment, ça se passe dans le corps, quoi. Oui. Il y a aussi une hypersensibilité de l'odorat, donc des personnes qui vont être très gênées par des odeurs que parfois des personnes qui ne sont pas hypersensibles ne vont même pas sentir. Et on va leur dire « Oh, ça va, arrête tes chuchoteries, c'est bon, ça sent rien, tu peux rester comme ça. » Et en fait, ils sont au bord de la nausée, quoi. Donc voilà, il nous reste quoi? Une hypersensibilité auditive. Donc, les bruits des sirènes dans la rue, mais ça peut aussi être justement quand il y a un brouhaha dans les classes, par exemple, s'il y a un brouhaha constant, c'est des enfants qui sont incapables de se concentrer sur ce que l'instituteur est en train de dire parce qu'il y a ce bruit de fond qui les dérange énormément, ou même une mouche qui vole.
puis hop, ils vont entendre la mouche voler et du coup, ils vont se déconcentrer tout de suite de ce qui se passe parce qu'ils entendent tous ces petits bruits que nous, on n'entend pas forcément ou en tout cas qui ne nous dérangent pas nécessairement. Et puis la vue. Donc les lumières des néons, donc encore une fois dans les classes, c'est pas toujours idéal, ces néons blanchâtres. Ça peut vraiment venir les déranger, les déconcentrer, et puis du coup ils sont pas bien. Donc ils peuvent pas tenir une journée entière dans ces environnements. Et je rajouterais aussi une hypersensibilité au niveau du système vestibulaire. Des enfants qui vont avoir souvent le mal des transports, qui vont être malades en voiture, en avion ou en bateau, qui ont des pertes d'équilibre, voilà, qui vont pas être bien au niveau vestibulaire. Et D'accord. puis, donc, dernier niveau de sensibilité, une grande majorité des personnes hypersensibles ont également une hyper-empathie. Et donc, comment un hypersensible évolue-t-il au sein d'une famille? Quelle relation peut-il avoir dans son cercle familial? Je disais tout à l'heure, l'hypersensibilité, donc c'est à la fois un tempérament, c'est ce qu'on a dit, c'est la partie innée, mais son évolution et son degré d'intensité dépendent aussi de son environnement et de la façon dont cette hypersensibilité est accueillie dans le quotidien de l'enfant. Donc, si un enfant a un contexte familial structurant, c'est hyper important dans le développement de l'hypersensibilité dans le développement d'un enfant hypersensible. Un enfant qui va être accueilli dans ses émotions, qui sera autorisé à les exprimer, il va pas grandir en se sentant de manière négative. Il va être porté par cette famille et par cet environnement. Il va développer une confiance en lui, qui est hyper importante, et il sera beaucoup moins sujet au stress et à l'anxiété qu'un enfant hypersensible dont les émotions et les ressentis seraient liés va peut-être plus facilement développer. Un enfant qui vit dans un environnement plus strict, dans lequel son hypersensibilité peut être vue comme un caprice ou une chuchotterie, comme on disait tout à l'heure, on va lui dire: «Oh, arrête, c'est bon». Moi, enfin, des gens qui vont leur dire comme eux, ils ne ressentent pas ça, bah, c'est pas possible que l'enfant ressente ça et donc ça n'existe pas. On va nier vraiment ses ressentis. Bah, il risque de se couper de ses ressentis et de se dire: «Bah non, en fait, moi je ressens ça, mais si on me dit que c'est pas vrai, c'est que c'est pas vrai, ça n'existe pas, donc mon corps me ment». Donc du coup, il se coupe de tout ce qu'il ressent et finalement, bah, il se sent bien nulle part puisqu'il n'arrive pas à être lui-même et ça peut ressurgir plus tard à l'âge adulte et souvent se transformer en une anxiété intense, voire en dépression quand on devient adulte parce qu'on a tellement tout coupé de ce qu'on ressentait et on n'est plus en capacité de sentir ce qu'on ressent même à l'âge adulte. Si on se dit: «Bah, là, je vais me poser la question de ce que je ressens», il y a tout un travail à faire derrière pour, retourner voir ses émotions. Donc le grand risque, c'est que ce soit des enfants qui perdent confiance en eux, puisque leur sens les trompe, ils ne savent plus du tout, où ils sont et ce qu'ils ressentent et donc ça va venir développer un grand stress interne, et donc aller jusqu'à une grande anxiété. Mais évidemment, pour accueillir, les émotions de son enfant hypersensible, ça demande une grande disponibilité émotionnelle des parents parce qu'on a vu une crise émotionnelle d'un enfant hypersensible, c'est pas hyper facile à gérer au quotidien et en général, il y en a pas qu'une et il y en a pas, qu'une par semaine. Donc heu, donc voilà, c'est pas toujours évident et en plus, quand il y a une fratrie, c'est pas facile non plus pour les frères et sœurs, qui sont dans la famille, de vivre au quotidien, l'hypersensibilité de leur, frère ou de leur sœur, de savoir comment réagir, comment se placer. Ça arrive souvent dans les familles que j'accompagne où les frères et sœurs disent: «Bah, il y en a marre, lui, il fait des colères» et puis, les parents disent toujours, «Bah, c'est pas de sa faute» et moi, quand je fais une colère, je me fais gronder, quoi. Donc c'est vraiment un équilibre, à réussir à trouver qui est pas facile, hein. Ça, je reconnais tout à fait et donc ça peut venir, mettre à mal effectivement cette, dynamique familiale. Toute la dynamique peut être impactée par une hypersensibilité d'un enfant, mais voilà, c'est des choses à mettre en place, à la maison, l'importance d'avoir un dialogue aussi, en famille et que chacun comprenne bien les raisons d'un comportement ou d'un autre et que personne ne vienne jouer de l'un ou de l'autre, que ce soit, la fratrie, que ce soit l'enfant hypersensible lui-même. Les parents, voilà, réussir à trouver un équilibre qui convienne à chacun pour que l'ensemble de la famille réussisse à vivre sereinement, cette hypersensibilité et que l'enfant puisse être accueilli dans ce qu'il ressent, sans que ça impacte non plus de manière négative, le reste de la famille.
C'est Severino Tomasella, qui est un psychanalyste et qui est auteur du livre Hypersensible, trop sensible pour être heureux, qui dit pour un hypersensible, la souffrance provient surtout de l'injonction à faire taire, à étouffer ses élans, encore largement associée à une forme de fragilité, voire à de la faiblesse. Et c'est vrai que souvent, un enfant qui va être très émotif, qui va être justement, qui va dire j'aime pas ça, j'arrive pas à le manger, je peux pas, c'est pas bon, qui va se mettre à pleurer dès qu'il est triste ou à éclater de joie quand il est heureux, enfin, tous ses sens et toutes ses émotions étant exacerbées, souvent dans notre société aujourd'hui, on voit ça vraiment comme de la faiblesse et on dit allez, ça va, sois fort, renforce-toi, t'es pas une chochotte. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte dans la dynamique familiale qui effectivement n'est pas toujours facile. Non, c'est pas du tout facile et c'est vrai que on ne sait pas où est la frontière entre un caprice et un enfant qui est vraiment hypersensible. J'en ai un à la maison et c'est vrai que il peut rentrer, pleurer pour quelque chose de très anodin. Il peut pleurer pendant 10 minutes, inconsolable. Et nous, adultes, on ne peut pas comprendre. On se dit, mais c'est juste quelque chose d'anodin. Et lui, ça lui prend une proportion énorme. Et c'est vrai que se mettre dans la peau d'un hypersensible n'est pas évident pour les parents. Mm. Et donc, pour toi, quel conseil tu pourrais donner justement aux parents d'hypersensibles? Quelles sont peut-être des choses à désamorcer? D'abord, effectivement, parfois on a vraiment l'impression que c'est anodin. Donc, moi, mon conseil principal, c'est vraiment de valoriser son enfant et de lui dire qu'on croit en lui, qu'on entend ce qu'il nous dit. Peut-être de notifier aussi qu'on ne ressent pas la même chose, qu'on n'arrive pas qu'on ne comprend pas, en tout cas, pourquoi ça le met dans cet état-là, mais qu'on comprend qu'il soit dans cet état-là. On ne comprend pas la raison, mais on comprend son état et qu'on est là pour lui et pour accueillir cet état-là. Déjà, le reconnaître, reconnaître son émotion, c'est déjà un premier pas pour ensuite lui dire, rester à côté de lui en lui disant, voilà, je suis là pendant qu'il y a ton émotion, que ce soit une colère, de la tristesse, de la peur, n'importe quoi, mais reconnaître son émotion, rester avec lui et ensuite lui dire, bon, alors, tu as vécu cette émotion, qu'est-ce qui a déclenché ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de la gérer autrement? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué? De quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là pour que ça parte pas dans ces proportions? Et comme ça, il se sent compris et il se sent rejoint. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'explosion, mais en tout cas, déjà, ça pourra durer moins longtemps quand il y en aura. Et ce qui est hyper important, c'est que lui, il sent que son parent, il le comprend. Ça veut pas dire qu'il comprend ce qui se passe, mais en tout cas, il le comprend. Et ça, c'est hyper important euh, pour un enfant de savoir qu'au moins à la maison, il est dans un cadre où il est accueilli et respecté pour qui il est. Après, ce que je conseille aussi souvent en rendez-vous, c'est que c'est important de faire parler son enfant et surtout d'écouter ce qu'il dit. Parce que parfois, on va poser des questions et puis bon, les réponses sont pas si importantes. C'est hyper important d'être vraiment là aussi pour écouter ce qu'a à nous dire notre enfant, ce qui est sur ses ressentis et sur ce qu'il vit à l'école. Parce que parfois, ce sont souvent des enfants qui vont vivre plein de choses à l'école et du coup, comme ils sont bien à la maison, ils laissent tout à l'école et ils arrivent à la maison et ils reprennent là où ils s'étaient arrêtés le matin ou la veille. Donc, c'est important aussi de montrer à son enfant que ce qu'il vit ailleurs, ça fait partie de lui et qu'on le prend en considération et qu'il peut aussi le partager à la maison. Et donc, voilà, de le questionner sur ce qu'il a envie de partager. Hein. S'il n'a rien envie de dire, c'est OK. Mais lui montrer que s'il a besoin, vous êtes là et c'est possible. Et puis, encore une chose hyper importante, c'est vraiment de modéliser aussi, de montrer à son enfant quand ils sont petits, ils n'ont pas forcément les mots pour comprendre ou pour décrire leurs émotions. Donc, vraiment, lui demander régulièrement ce qu'il ressent en nommant les émotions. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Et en disant nous-mêmes, quand on ressent ces émotions-là, qu'on est en train de vivre de la colère, on est en train de vivre de la peur ou on est en train de vivre de la tristesse pour qu'il arrive à faire le lien entre ce que lui vit, ce qu'il ressent et ce qu'il voit chez ses parents et que ce soit cohérent. Pas si on est hyper en colère et qu'on dit non, non, tout va bien, ce sont des enfants qui vont le ressentir.
Donc, ils vont ressentir ce décalage, ils vont se dire, mais c'est bizarre, elle me dit que ça va, alors que j'ai l'impression qu'elle est dans une colère noire. Donc voilà, vraiment être aussi en accord avec ses propres ressentis et les verbaliser auprès de son enfant et toujours le questionner sur lui, ce qu'il ressent, comment il le vit, l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent et pour qu'il puisse l'exprimer librement. Et puis chez les plus grands, bah, vraiment en le faisant aussi réfléchir sur les valeurs de l'amitié, par exemple, parce que ce sont des enfants qui peuvent parfois se sentir en décalage avec les enfants de leur âge, parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressentis, ils n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Et donc, voilà, le faire réfléchir sur les valeurs de l'amitié, ce qu'il ressent quand il est dans son groupe d'amis, ce qu'il ressent quand il est dans telle ou telle situation, comment il aurait voulu faire autrement s'il avait pu, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a bien aimé, qu'est-ce que les autres ont fait qu'il a bien aimé, qu'il n'a pas aimé. Voilà, vraiment le faire parler sur ses ressentis et sur son quotidien pour qu'il puisse exprimer tout ce qui se passe dans sa journée qui est très, très intense. C'est vrai que c'est pas évident, et pour les parents où les pleurs ou les crises peuvent nous mettre à fleur de peau aussi. Certains, c'est vrai, conseillent de s'isoler peut-être 30 secondes ou 1 minute avant de revenir voir son enfant et justement peut-être être plus à l'écoute de son enfant, des besoins à l'écoute des émotions et les besoins de son enfant. C'est vrai que c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile, ouais, parce qu'il faut vraiment être disponible physiquement et émotionnellement. Donc, Oui, c'est sûr que si on sort d'une journée horrible de travail, qu'on n'en peut plus et qu'on arrive et que ça explose à la maison, parfois on a besoin effectivement de se calmer, boire un verre d'eau, 5 minutes, de souffler, de dire c'est OK, ça. j'arrive, j'arrive en forme, mais là je peux pas gérer ça maintenant. C'est vrai que c'est pas évident. Après une journée de travail intense, épuisante, moralement, on peut pas tout supporter, donc on est aussi Ouais, humain, hein, là, bien sûr. c'est normal et c'est OK aussi. Et Hem, c'est pour ça que ça peut être aussi intéressant pour les parents d'enfants hypersensibles de faire eux-mêmes un travail d'accompagnement pour réussir à comprendre ses propres émotions et les gérer soi-même. Parce que c'est vrai que souvent, on n'a pas forcément été accueillis nous-mêmes dans nos émotions quand on était enfant, on n'a pas forcément pu les exprimer. Et parfois, on peut être vraiment gêné par certaines émotions de nos enfants et pas du tout savoir les accueillir ou juste les accepter tout court. Si on a vécu dans une famille où la colère était interdite, par exemple, bah, un enfant qui fait une colère, on peut être vraiment très mal vis-à-vis de ça. Et donc, ça peut être intéressant de faire un travail déjà sur soi pour comprendre ce qui se passe par rapport à notre vécu sur la colère, par exemple. Et comme ça, on sera plus à même d'accueillir celle de son enfant. Parce que si on ne sait pas accueillir sa propre colère, on aura vraiment des difficultés à accueillir celle de son enfant. c'est très sensé ce que tu dis, puisque de nos jours, je trouve que les adultes, on va dire, de notre génération, qui ont une trentaine ou 35 ans, à partir de là, on n'était pas très connectés à nos émotions. Mm. Euh, c'est l'éducation déjà, la culture. À l'école, on ne nous a pas vraiment permis de nous exprimer. Il fallait être calme, il fallait être silencieux. Les colères, on ne pouvait pas les exprimer, ni la tristesse, c'était passé pour être faible. Quand on avait de la Ouais, tristesse, on ressentait la tristesse. Donc, je trouve que justement, les adultes qui s'intéressent justement aux émotions, ce serait bien de les aider aussi à nommer, juste à nommer ce exactement. qu'ils ressentent. Parce que de nos jours, certains ne savent pas nommer ce qu'ils ressentent. Ouais. D'ailleurs, mais parfois, des gens ne se rendent même pas compte qu'ils ressentent quelque chose. C'est tellement bloqué que ils sont non, ça va, tout va bien. Alors, sur leur corps, on voit que tout est verrouillé, mais sur le non, ça va, ça va bien. Donc, c'est pour ça, ouais, c'est vraiment important de faire soi-même déjà un travail sur ses propres émotions pour pouvoir ensuite accueillir et aider son enfant à gérer les siennes. Est-ce que tu peux nous donner justement une ou deux pratiques ou méthodes pour aider les enfants hypersensibles ou non à retrouver la sérénité quand l'émotion est beaucoup trop forte, qui explose, etc. Déjà, comme je vous le disais en introduction, moi, je suis praticienne en réflexe archaïque. Et alors, je ne sais pas si tu connais, mais vraiment, j'invite vraiment les parents d'enfants hypersensibles à regarder du côté des réflexes archaïques. Ça peut vraiment
venir aider les enfants à atténuer certaines gênes. Ça ne va pas enlever leur hypersensibilité, mais en tout cas, ça peut vraiment venir les aider dans leur quotidien. Souvent, les enfants hypersensibles, ils ont un réflexe qu'on appelle un réflexe de paralysie par la peur, ou alors aussi un réflexe de Moro qui est encore plus ou moins actif. Mhm. Et du coup, ça fait qu'ils vont avoir toutes ces hypersensibilités sensorielles, donc auditives, au toucher, etc., encore plus développées, encore plus exacerbées. Et donc, en venant travailler l'intégration de ces réflexes, on peut vraiment les aider à apaiser un stress intérieur et faire diminuer certaines angoisses. Ça ne va pas tout faire disparaître. Si c'était une solution magique, ça se saurait, mais en tout cas, ça va vraiment venir les aider, voilà, notamment au niveau de l'hypersensibilité sensorielle. Après, selon le type d'hypersensibilité, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être vraiment super pour aider les enfants, et puis selon aussi l'appétence de certains enfants. Pour les hypersensibilités sensorielles, par exemple, on peut proposer de faire des parcours sensoriels. Je ne sais pas si tu vois, c'est par exemple faire marcher les enfants dans des bacs avec différentes matières dans chaque bac. Ça peut être de l'herbe, des écorces de bois, du sable, de la boue, de l'eau, et vraiment les faire marcher pieds nus dans ces bacs pour leur faire reprendre conscience de tous les sens et de tout ce qui passe par les pieds jusqu'à la tête. Ça peut vraiment venir les aider aussi à s'apaiser. Après, dans les moments de grosse colère, il y a toutes les techniques du coussin de la colère, les techniques de ninja. Je ne sais pas si le coussin de la colère, en général, c'est assez connu, hein, c'est taper dans un coussin pour exprimer sa colère au lieu de taper dans les murs, se faire mal ou sur les autres. Le ninja, qui est une super technique aussi, on tient une feuille entre ses mains qu'on a préalablement déchirée un tout petit peu en hauteur et on invite l'enfant à venir faire le ninja avec sa main et casser la feuille en deux en criant. C'est hyper important d'avoir le comme ça en même temps pour tout libérer. Et souvent, c'est ludique pour les enfants, ils aiment bien, ça les fait rigoler et du coup, ça leur permet de sortir la colère et de revenir au calme après ça. Encore une fois, c'est pas des recettes magiques, hein, parce que il faut trouver des choses qui parlent aux enfants, mais ça peut être des petits outils. Et ce que j'aime beaucoup aussi proposer aux enfants hypersensibles que j'accompagne, c'est la méditation en pleine conscience, qui peut vraiment les aider. Il y a Jeanne Siofachin qui en propose plusieurs dans son livre d'ailleurs, euh, notamment l'endroit ressource ou la petite fourmi, qui sont hyper adaptés pour les enfants et qui leur permettent voilà, de visualiser un endroit ressource, de se détendre et de s'échapper dans les lieux qui leur parlent, qu'ils aiment et qui permet vraiment de leur apporter un retour au calme dans une petite bulle dans laquelle ils se sentent bien. Pour finir sur une note humour, Yolène et puis Adèle vont te faire le portrait chinois. Donc, première question, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Je pense que je serais bleue parce que ça me fait penser au ciel et ça permet de voler en étant apaisé. Si tu étais un animal, quel animal serais-tu et pourquoi? Je pense que je serais une lionne parce que je suis un peu une maman lionne qui veille sur ses enfants et et qui fait tout à la maison. Si tu étais un super pouvoir, quel super pouvoir serais-tu et pourquoi? Le super pouvoir de voler au secours de tous ceux qui en ont besoin. Si tu étais une saison, quelle saison serais-tu et pourquoi? L'été. J'adore le soleil, ça fait penser à la plage, aux vacances. Si tu étais une chanson, quelle chanson serais-tu et pourquoi? Je suis dans les crocodiles, donc c'est la première qui me vient à l'esprit, mais je sais, j'aimerais bien en être une autre justement parce que j'en ai marre de l'avoir en tête. Mais non, je vais en trouver une autre. Ah, si, mes enfants écoutent beaucoup les Kids United et ils chantent Si j'étais président. Je pense que je serais cette chanson parce qu'elle est vraiment chouette. Je sais Si tu étais un livre, quel livre serais-tu et pourquoi? pas si vous connaissez un livre qui s'appelle Les petites casseroles d'Anatole et qui raconte l'histoire d'un petit personnage qui se balade toujours avec une casserole accrochée à lui et il peut pas la décrocher. Et c'est un livre pour parler de la différence, du handicap, voilà. Et donc, je pense que je serai ce livre parce que je trouve qu'il est hyper parlant pour les enfants, pour leur expliquer justement que toutes les différences qui peuvent exister chez tous leurs copains finalement, ils ont tous tout le monde se traîne une petite casserole
et qui est plus ou moins encombrante, qui s'accroche à certains endroits et puis qu'on finit par oublier parfois et puis qui revient de temps en temps. Donc, je trouve que c'est un super livre pour les enfants. Si tu étais une émotion, quelle émotion serais-tu et pourquoi? J'aimerais être la joie. La joie, elle doit être partagée, diffusée, donc pour la faire redescendre sur tous les gens autour de moi. Alors, pour finir sur une note sur la joie, une citation de Edward Wynot, la joie de vivre est une émotion contagieuse. Je te remercie beaucoup, Valentine. Merci Tu étais beaucoup, merci à toutes les très trois. intéressante. Pour nous, on a appris aussi plein de choses. J'ai noté plein de choses, justement des idées pour justement alimenter un peu le conte et puis aussi pour justement donner, pourquoi pas, des conseils aussi aux parents. Ouais. Sous le thème de l'humour, toujours, de Dino et Lily. On est Super, juste, c'est vraiment génial ce que tu fais avec ces deux petits personnages. on est juste le lien. Je prétends pas d'être thérapeute ou guérir quoi que ce soit. C'est mettre en lumière les émotions et l'hypersensibilité pour que les gens prennent conscience que tout ça existe, que c'est pas Ouais, juste de la faiblesse ou etc. Parce que souvent, l'hypersensibilité est prise comme une faiblesse. ouais. Et puis aider aussi, pourquoi pas, aux adultes d'être connectés à leurs émotions, juste être à l'écoute de leurs émotions pour justement aussi avoir la capacité d'être à l'écoute de leurs enfants. Et ça fera plus tard, les enfants seront des meilleurs adultes aussi. Ouais, ouais. Voilà. Je te souhaite une merveilleuse journée, Merci beaucoup. puis un très Merci. bon week-end. Bon week-end. Au revoir.